Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à vous tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau Café Presse. Autour de cette table, tout le monde est là ce matin. Saïd Jaffar, Qadi Hassan, Abdelkarim Ghazali, Abd Sharif et Khaled Drani. Bonjour messieurs. On va commencer par cette terrible information, l'attaque sanglante, bien évidemment, qui fait l'actualité en France contre le journal Charlie Hebdo. Il y a eu 12 morts et 7 blessés. Hassan, comment vous avez vécu, vous tous, cette attaque? Très dur, terrible. Les informations ont commencé à tomber à partir de midi. On s'y est vu, parce que nous, on a vécu les années 90 dans des rédactions. Moi, je me suis tout de suite rappelé du sous-sol de la Tribune en 94 où on était barricadés et on s'est retrouvé un peu dans ce climat-là. Enfin, les caricaturistes qui sont morts, Olinsky, moi j'ai grandi avec Olinsky, le Nouvel Observateur, etc. Moi je suis de 1959, donc l'après 68 m'a éduqué à l'esprit critique, l'après-mai 68, et Olinsky, un peu plus tard Cabu, font partie de cet univers. Et de savoir qu'ils étaient morts, même Bernard Maris, qui était un économiste iconoclaste, qui récemment, on a publié hier un texte de lui, proposait de sortir de la zone euro, iconoclaste, de gauche, etc. Que des gens de cette valeur-là soient éliminés de cette manière-là, journée terrible. Saïd. En fait, on est choqués. C'est-à-dire dans ces situations, on refuse carrément de parler de débat d'idées, de ce que Charlie Hebdo peut représenter ou non. C'est vraiment pas le moment, on condamne, c'est des assassins. Voilà, donc on est tellement choqués que ça ne vaut pas le coup de discuter de ce que les victimes ont été. Ce sont des victimes et les autres, ce sont des assassins. En Algérie, on ne parle que de ça depuis hier. Abed. Écoute, il y a d'abord le choc, mais ce qu'on attend de nous peut-être, c'est pas uniquement l'émotion. Et dans une affaire de ce genre, c'est une espèce de millefeuille. Donc il y a différents niveaux. Le niveau liberté d'expression, le niveau solidarité, on se sent directement impliqué parce que c'est un métier qui est devenu important. Il y a un volet de ce que représente Charlie Hebdo en France. Je pense que ceux qui ont commis l'attentat ne savaient pas du tout ce que représente ce journal dans le paysage politique, historique, culturel français. Et puis, il y a ensuite les données politiques, bassement politiques, mais terriblement politiques, qui sont les plus importantes et sur lesquelles il faudra revenir dès aujourd'hui, dès demain. Peut-être déjà, aujourd'hui, essayer de se poser la question, celle que tout le monde se pose aujourd'hui. Est-ce que ce sont ceux qui sont à l'origine de ces attaques? Est-ce que ce sont des gens qui ont agi de manière isolée? Ou est-ce que, d'emblée, on peut parler... Est-ce que ce n'est pas anticipé de parler de groupes organisés qui auraient fomenté cela Lorsqu'on sait que Daesh recrute en Europe, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Suisse, un peu partout, il y a des Européens, qu'ils soient de confession musulmane ou autre, sont recrutés par Daesh. Je crois qu'il ne faut pas s'étonner. Est-ce que c'est les assaillants et les meurtriers des journalistes de Charlie Hebdo, soit des gens qui, au fait, n'appartiennent pas forcément à un groupe structuré, organisé, qui a un programme et qui a des objectifs précis. On peut dire que c'est des illuminés qui ont été formés par des Hamadash de France, dans des mosquées qui assènent des discours de haine, et apparemment, ils peuvent bien prendre la décision d'agir et de faire ce qu'ils ont fait. J'ai écouté hier un débat sur une télévision française où quelqu'un, qui est censé être spécialiste de la lutte antiterroriste, disait que c'est des gens hyper entraînés
parce qu'il a vu les images, comment ils ont agi. Il a dit que c'est des gens hyper entraînés. Où c'est que ces gens-là ont été entraînés? Est-ce en France? Est-ce en Libye? Est-ce en Irak? Il se pose la question. Je ne sais pas comment il a pu comprendre qu'ils sont hyper entraînés, d'autant plus qu'on a vu que la rue, elle était pratiquement vide. Ces gens-là sont arrivés, ils ont commis leur forfait criminel, ils sont repartis. Et moi, je pense même que c'est des Parisiens, que c'est des Français qui connaissent très très bien On sait plus depuis la France. Ils se sont trompés d'adresse par rapport à un numéro. Ils se sont vite, rattrapés, mais la manière dont ils se sont enfuis, ça veut dire qu'ils étaient un peu soutenus par un élément ou deux qui les attendait ailleurs. Ils ont pris une voiture tout de suite, qu'ils ont abandonnée quelque part pour changer de véhicule. Ça ne fait pas de ces gens-là des gens moi, je pense que la première grande leçon, moi je pense que la première grande leçon, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais Khaled me disait que la théorie du code de la conspiration, elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé. Sur les réseaux sociaux. Voilà, alors la première grande leçon, il n'y a pas de nation à l'abri des actes terroristes. C'est la leçon qu'il faut bien retenir. 9/11, pendant longtemps, on a tourné. Les États-Unis étaient faillibles. Ils ont été attaqués, ils ont été humiliés sur leur territoire. Londres a été attaqué. Madrid, la gare au milieu de Madrid a été attaquée. Toutes les capitales du monde qui sont à un moment ou à un autre engagées dans une action qui était vécue par les islamistes radicaux comme étant une action contre l'islam, entre guillemets, peuvent être attaqués. Et là, on se rend compte que les systèmes de sécurité sont vulnérables, tout simplement. Vulnérables. Alors après, est-ce qu'il faut être très entraîné, pas très entraîné? On peut rentrer dans ces débats, etc. Mais il est possible de faire des attentats dans ces villes-là, et la réponse strictement sécuritaire n'a jamais suffi. Mes confrères ont dit qu'on était choqués. Moi, je pourrais dire qu'on est doublement choqués. D'abord parce qu'on est journaliste. Hier, moi, j'ai réagi en tant que journaliste quand j'ai vu qu'une attaque a eu lieu dans une rédaction, qu'elle pouvait avoir lieu dans n'importe quelle rédaction. Si demain, Al-Watan fait une pub, fait une contre l'État islamique, donc il peut être confronté à une telle attaque. Et doublement choqué parce que, comme vous tous, je connaissais quelques-uns. J'avais rencontré Kabu il y a 6 mois. J'avais rencontré Charb il y a 6 mois. Et il était encore sous protection policière. Et je lui avais posé la question, est-ce que ça ne le dérangeait pas de toujours avoir un policier avec lui? Il m'avait dit non, ça met un peu de piment dans ma vie, mais il m'a dit une phrase, il m'a dit j'ai peur pour lui. C'était le premier à avoir été abattu. Il y a 6 mois, Charb m'avait dit j'ai peur pour lui, pour ce policier, et ce policier a été abattu hier parce qu'il protégeait, c'est le premier à avoir été protégeait ce dessinateur. Moi, je suis un peu gêné par la manière dont s'engage le débat. Qui va sur l'émotion, et l'émotion, ça ne permet pas plutôt d'aborder les choses de manière rationnelle. Donc, pour remettre un petit peu les choses, essayer de remettre les choses sur un autre rail, moi je dirais que ce qui m'a frappé ce matin, c'est la une d'un journal algérien. Donc qui faisait dans le Charlie Hebdo à la une, etc., bien comme il faut. Donc on a Charlie Hebdo et la photo de Gaïd Salah. J'ai trouvé que c'était assez intéressant. C'est aussi un autre sujet qu'on peut aborder en tant qu'Algérien, cette fois pas en tant que journaliste. J'ai discuté hier au téléphone avec Farid Yaker, c'est le président de la Fondation France-Algérie, qui s'occupe un peu de promouvoir les relations algéro-françaises. Et il m'avait dit, j'ai parlé maintenant avec une Algérienne qui vit en France, eh bien, ils ont peur. Ils ont dit, que va-t-on devenir aujourd'hui, que vont devenir nos enfants? Alors, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que la communauté algérienne, maghrébine et arabe va passer un sale quart d'heure en France. Non, on est passé sur l'information rapidement, je trouve. Est-ce que nous avons suffisamment d'informations aujourd'hui pour essayer de comprendre qui sont ces gens-là? Je pense, alors, l'État islamique a revendiqué hier, par le biais de son compte Twitter. Mais quel crédit on peut donner à cette information? Parce que Daesh aussi, en Algérie, a commis l'attaque contre Hervé Gourdel. Il s'est avéré que c'était un groupe de 22 personnes seulement. 22 personnes, la plupart ont été décimées. Donc on ne sait pas si c'est une véritable affiliation au groupe terroriste État islamique ou si c'est un groupe de personnes qui pensent être redevables de l'État islamique en disant qu'on a agi pour lui. En tous les cas, c'est ce que nous pouvons dire aujourd'hui. L'État islamique a officiellement revendiqué. Mais quel crédit on peut donner, on ne sait pas. Moi, je pense que à la limite, c'est secondaire parce que ce qui s'est passé hier, c'est le côté symbolique de la chose. On s'est attaqué à quoi? On s'est attaqué à un journal. C'est un symbole qui est très très fort. Ça a suscité une solidarité d'une corporation dans le monde entier et des gens qui sont attachés à la liberté d'expression.
Mais au-delà d'un journal, Charlie Hebdo fait partie de l'identité française. C'est quelque chose de très fort en France. La France c'est le pays le plus laïque au monde, laïque dans le sens anticlérical. Charlie Hebdo a fait sa carrière sur l'anticatholicisme pendant des décennies. Le pape, c'est le candidat favori de Charlie Hebdo. L'anti-islamisme est venu beaucoup plus tard. C'est une brèche. Ils ont trouvé l'anti-islamisme comme Dieudonné a trouvé un filon, donc qui marchait bien. Et c'est très très fort. L'anti-religiosité, c'est quelque chose de très fort en France. Donc il y a c'est vrai, mais ça n'a pas empêché certains politiques quand même de parler de responsabilité. Il y a ces différents volets qui se superposent, qui ont donné une réaction qui a été quand même incroyable. Le monde entier a réagi à ça, avec symboliquement quelqu'un comme John Kerry qui fait une déclaration en français. Tous les journaux du Pakistan, au Pakistan, quasiment tous, c'est un tweet de ce matin, ont fait leur une avec l'affaire Charlie Hebdo, alors qu'ils ont des attentats de ce type. L'Iran est-ce que c'est anticipé aussi que de parler de la politique de François Hollande en Syrie, en Libye, tout ça, comme une conséquence aujourd'hui de ce qui pourrait arriver et de la situation qui pourrait dégénérer en France? Enfin, je ne sais pas si c'est le moment, mais ce n'est pas que François Hollande. Pour essayer de comprendre. Toute la gestion qui s'est faite après le 11 septembre 2001, la guerre qui a été enclenchée en Irak, il faut pas, quand on remet en perspective, les choses se sont emboîtées peu à peu et on a créé un peu le monstre qui est sain. Voilà. Donc, ce n'est pas spécialement que ça date de la politique de Hollande, mais ça remonte un peu plus loin. Et c'est très gênant d'isoler un fait de son contexte politique. Là, on a affaire à des djihadistes qui sont présents dans un certain nombre de pays. La politique de la France, le principal réservoir et source d'armement du terrorisme en Afrique du Nord, dans toute l'Afrique du Nord, c'est l'Égypte. C'est la Libye. Et ce qui se passe en Libye, voilà. Et ce qui se passe en Libye, c'est la conséquence directe d'une décision politique française et d'une action politique française. Donc là, c'est les choses politiques. Il faut les voir de manière très calme. Il ne faut pas oublier que Daesh, Abdelkrim en a parlé tout à l'heure, Daesh a été armé, financé, organisé, soutenu par les États-Unis et la France. Oui. Voilà, et la France s'en est pas cachée, voilà. Oui, notamment. Khaled a parlé il y a un instant de la crainte que la communauté musulmane ressent aujourd'hui après ce qui s'est, et éventuellement l'amalgame qui pourrait découler de tout ça. Ça peut dégénérer et avoir une conséquence. C'est un risque. C'est un risque qui existe. Il ne faut pas l'occulter. En France comme en Europe, tout baigne dans un climat d'islamophobie de plus en plus renforcé. On avait des gens qui ont pignon sur rue, qui appellent à déporter des millions de personnes. Donc le climat y est. Cet attentat va contribuer. En fait, de manière lapidaire, il est anti-musulman, cet attentat, puisqu'il met en cause de manière encore plus dure la communauté musulmane en France comme dans toute l'Europe. Pour ne pas tomber dans la victimisation, la question fondamentale, c'est qui profite de ce crime, dans le sens où il y a des politiques, des partis politiques précis, qui vont utiliser cet attentat pour désigner le coupable et pour préparer les prochaines élections législatives et les prochaines élections présidentielles en France. Je crois que le Front National ne va pas rater cette occasion-là pour aggraver le climat délétère entre les différentes communautés. La preuve, ce qui s'est passé ce matin, les attentats qui se sont produits. Là, il faut vraiment, avec prudence, essayer de voir qui a commis
ces attentats-là. Parce que la manipulation, elle va commencer. Il y a un enjeu politique immense et ça va être exploité. Et je crois que les musulmans de France doivent cesser de se présenter comme des victimes de cette politique-là. C'est à eux maintenant de prendre en charge leur destin. C'est des Français, et moi je parle bien des Français musulmans, c'est à eux de se structurer et d'affronter cette situation avec courage, mais aussi avec clairvoyance et avec une analyse sérieuse de la situation. Et le Front National que tu cites a réagi ce matin par le biais de sa présidente sur Twitter qui écrit « Je veux offrir aux Français un référendum sur la peine de mort. À titre personnel, je pense que cette possibilité doit exister. » Donc voilà, première réaction, le FN qui veut réintroduire la peine capitale. Moi, je me rappellerai toujours dans les 2 premières heures qui ont suivi les avions dans les tours de Manhattan. Il y a eu une manifestation de joie à Ramallah, qui a été filmée par Al Jazeera. Et les Palestiniens payent le prix jusqu'à aujourd'hui. Les Palestiniens le payent jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Les Palestiniens le payent jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, donc il faut bien en avoir conscience. Le 11 septembre, de toute façon, c'est nous qui avons payé le prix. Absolument. On oublie que le 11 septembre, ça a donné la destruction de l'Irak. 1 million de morts. Ça, c'est un... On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte pour ce que représente Charlie Hebdo en France. Ça, c'est un 11 septembre. Tout à fait. Non, c'est énorme. Les Français l'ont ressenti comme ça, à leur niveau, et ceux qui vont le payer, c'est nous. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. À la différence près, quand même, bon, moi je ne suis pas complotationniste, moi je suis persuadé qu'il y avait 19 Saoudiens sur les 21 commandos du 9 septembre, attaque extérieure, c'est une attaque extérieure aux États-Unis. Dans le cas de ce qui s'est passé à Paris, c'est un problème d'abord français. Ce sont 2 jeunes. Alors la question que les Français doivent se poser, quand on est né dans le 10e arrondissement à Paris, qu'on s'appelle Chérif Kouachi, parce que c'est le nom qui est proposé pour le djihadiste recherché, pourquoi se radicalise-t-on et pourquoi attaque-t-on des symboles? C'est la grande question. C'est la grande question. Oui, on va se consacrer maintenant à cette actualité qui a marqué l'Algérie, qui a marqué le sud algérien, le gaz de schiste. Les populations du sud qui disent non. D'imposantes marches, on l'a vu, ont eu lieu. C'est vrai que c'est assez imposant cette semaine, une mobilisation et une prise de conscience extraordinaire sur un sujet stratégique, sur un sujet sensible, aussi sensible, et pris finalement avec beaucoup de légèreté par le pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Je crois que le pouvoir a toujours pris avec légèreté la vie des populations. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. Par contre, ce auquel ils ne s'attendaient pas, c'est cette dynamique dans le sud algérien depuis l'affaire de Ghardaïa, le mouvement des chômeurs à Ouargla et Tourgourti un peu partout. Et c'est puis pour arriver à une revendication qui n'est pas sociale, une revendication qui n'est pas liée directement au niveau de vie des citoyens et à leurs conditions socio-économiques, mais à une revendication citoyenne écologique, c'est-à-dire un mouvement citoyen contre l'exploitation de gaz de schiste. Au-delà des avis des uns et des autres, je crois que c'est un éveil et une prise de conscience dans une partie de l'Algérie qui a été complètement ignorée, complètement oubliée. Pourtant, c'est la région qui fait vivre toute l'Algérie. Saïd. Voilà, moi, au risque de vous choquer, j'ai le sentiment que la population, le gaz de schiste n'est pas le souci principal. Mais c'est comme une population qui barre la route. Hein. On a un problème, on barre la route. C'est le lien que nous avons avec l'État. Et aujourd'hui, à Ain Salah, dans le sud, le lien avec l'État, c'est le choix stratégique d'aller exploiter le gaz de schiste, et la population se met sur la route pour poser ses propres problèmes. Pas spécialement, je ne pense pas que tous aient une idée exacte sur le gaz de schiste, sur sa vraie menace. Par contre, ils savent que ça intéresse beaucoup l'État algérien et ils se mettent là-bas pour dire « discutons, nous avons des choses à vous demander ». Et ça, c'est un mouvement important. Mais c'est le gaz de schiste qui a mobilisé. Oui, pour moi, il y a 2 facteurs essentiels. Le premier, c'est la population de Ain Salah notamment, qui veut dire c'est vrai, l'État décide, mais nous avons notre mot dans cette situation. Et la deuxième chose, moi j'ai écouté les avis de plusieurs habitants à la télévision il y a 2 jours. Le discours était très simple, mais le discours était vrai.
Les gens disaient, on ne veut pas de gaz de schiste, vous voulez le développement, développer notre agriculture ici à Ain Salah, et développer l'exploitation des dattes qui n'est pas exploitée chez nous, développer le solaire qui est très important chez nous. C'est vrai que les gens ne connaissent pas parfaitement les détails du gaz de schiste, mais ils se disent que l'État peut investir ailleurs et peut engranger beaucoup plus d'argent sans toucher à l'environnement. Abed. Abed attendez que j'intervienne pour me contrer. Donc là, Non. tu l'as pris de court. Non. Mais je peux intervenir, Abed. Non, je te laisse aucune marge. Ce qui se passe dans le sud, c'est un effet baraquette contre le gaz de schiste. T'as coupé le sifflet. Oui, complètement. On ne sait jamais avec Dire que lui. c'est un mouvement de société, non, je ne suis pas convaincu. Par le nombre des gens qui ont manifesté, je dois préciser, il va m'arriver ce qui arrive un peu aux Européens qui doivent parler de la situation au Proche-Orient. Ils assurent tous, nous sommes pour Israël, pour sa sécurité, etc. On peut être pour formuler les petites réserves. Donc, moi, je suis contre l'exploitation du gaz de schiste en l'état actuel des choses. Donc, pour te rassurer. Mais C'est pas le débat. ce qui se passe, à mon avis, c'est autre chose. J'ai été choqué par le traitement de la presse de cette question. La presse dit le Sud contre le gaz de schiste. Alors, il y a deux énormités, deux titres qui se ressemblent dans deux grands journaux. Le Sud contre le gaz de schiste. Deux énormités. La première, c'est que ce n'est pas le Sud. C'est des militants anti-gaz de schiste. C'est des militants à l'environnement. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien, c'est parfait que des gens militent, qu'ils expriment leur point de vue, etc. Mais ce n'est pas le Sud qui est contre le gaz de schiste. Deuxième élément, la presse a intégré le régionalisme comme élément d'analyse en disant le Sud. Non, je suis désolé. Il y a des gens du Nord qui sont contre le gaz de schiste. Donc, mais l'exploitation se fait dans le Sud, Abed. L'exploitation se fait dans le Sud. Non, je dis ce que moi j'ai envie de dire. Ce que tu as envie de dire, dis-le. Non, mais c'est moi, mais c'est moi qui pose les questions, c'est moi qui relève. Il y a ces deux énormités. Ensuite, on peut parler de la mobilisation citoyenne. Moi, j'espère que c'est vrai, je suis d'accord avec Al-Hajj pour dire que c'est le prétexte pour exprimer quelque chose, mais ce n'est pas encore l'action politique. Je souhaiterais que ça se transforme en action politique. Non. Tu y crois un peu. Si tu le souhaites, c'est que tu y crois un peu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a cru en baraquette. Mais n'empêche, il n'y a pas eu... Oui, encore, il n'y a pas... Non, mais quand même, c'est le gaz de schiste qui a mobilisé. Qu'est-ce que ça va devenir demain? Est-ce que la population du Sud, parce que Tamanrasset, c'est très grand, Ain Salah, c'est très grand, est-ce que cette population va aller plus loin, va aller très loin? Et à ce moment-là, peut-être que tu auras la réponse à ta question. On ne sait pas si la population... Tu veux parler? On ne sait pas si la population va aller très loin. En tous les cas, les autorités ont vite réagi. Une commission a été sur place hier, conduite par Abdelmajid Attar. Qui n'a pas convaincu. Qui n'a pas convaincu apparemment. Celle-là, hier, a organisé une grande rencontre avec les élus. Il s'est lavé les mains de tout ce qui se passe là-bas. D'ailleurs, il n'a rien dit de précis sur le gaz de schiste. Il n'a pas dit s'il allait poursuivre ou arrêter. Tout ce qu'a fait Cellel, c'est, à mon avis, une fuite en avant. Il a dit « Je fais porter aux élus locaux de Togo la responsabilité des retards dans l'exécution des programmes. » Donc voilà la sortie attendue du Premier ministre. En deux mots, je sais que ça ne fera pas deux mots, mais essayons de le faire comme ça. J'ai regardé un documentaire sur Arte consacré au risque de l'exploitation pétrolière dans la région arctique, qui montrait une manifestation d'une population de la région d'Alaska qui a été polluée par l'Exxon Valdez en 1989. Et dans le JT qui est passé juste après, il y avait des images de Ain Salah. Ça nous avait drôlement rentré dans la modernité. On était comme les gens comme les militants des États-Unis, comme les populations des États-Unis, de l'Alaska, sur des questions de pointe par rapport à l'environnement. De ce point de vue-là, c'est évident que c'est une excellente nouvelle que des populations se mobilisent, et il n'y avait pas que des militants. Les militants environnementaux ne mobilisent pas plusieurs centaines de personnes à Ain Salah. De ce point de vue-là, c'est une excellente nouvelle. Ça prouve encore une fois que l'État a compté sans la population. Parce qu'effectivement, il a fait de la question du gaz de schiste une réponse stratégique pour faire face
aux difficultés d'approvisionnement, parce qu'on est dans la difficulté d'approvisionnement, il faut bien l'avoir en tête, hein, tout ça. Si le ministère de l'Énergie recourt aussi fortement au gaz de schiste dans son mix énergétique de 2030, c'est parce qu'il ne voit pas comment faire face à la demande, notamment à la demande domestique. On ne parle même plus des exportations. Oui. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, c'est un facteur avec lequel il va falloir dealer, il va falloir traiter. C'est une excellente chose. À chaque fois que le point de vue des citoyens remonte et pèse dans les arbitrages politiques, c'est une bonne chose. On souhaiterait que ce soit le cas sur toutes les autres questions que se pose l'Algérie aujourd'hui. Est-ce que si le gouvernement ne recule pas, parce qu'apparemment la population non plus, en tout cas pour l'instant, est-ce que si le gouvernement ne recule pas, ça risque de dégénérer dans le Sud? Est-ce qu'on peut parler de... Est-ce que ça peut avoir des conséquences? Est-ce que le Sud peut être un brasier? Bon, le Sud risque d'être un brasier si toutes les questions sociales et économiques, y compris écologiques et politiques posées par les populations, ne sont pas sérieusement prises en charge. D'autant plus que l'Algérie est dans une situation un peu difficile par rapport au prix du pétrole qui vient d'être affiché aujourd'hui, il est à 49 dollars quelques. Est-ce que... Des fois, je me dis que tu as des actions chez ExxonMobil, parce que tu es toujours inquiet quand le prix baisse. L'action de ExxonMobil a baissé aussi. Mais je fais un constat, je n'ai pas exprimé une inquiétude. Je suis en train de dire tout simplement que si cette tendance baissière continue, il y a des risques sérieux de dégénérescence, pas seulement dans le sud algérien. Si on parle du sud, justement, parce que c'est stratégique, justement, parce que c'est le Sahel est proche, parce qu'il y a le terrorisme, parce qu'il y a du pétrole, parce qu'il y a les richesses de l'Algérie. Donc on parle de... Le sud, c'est un double risque. C'est un double risque, en fait. D'une part, il n'y a pas cette tradition de mobilisation citoyenne dans le Sud, ça commence, tant mieux. D'autre part, il y a un problème d'absence d'encadrement, y compris quand cette mobilisation commence à prendre forme. Le manque de tradition, l'absence de tradition fait qu'il n'y a pas de véritable encadrement. Le risque de dégénérescence est encore plus élevé que pour le Nord, là où il y a quand même des associations, là où il y a des partis politiques plus implantés qui peuvent plus ou moins empêcher que la situation dégénère. Le risque existe, il est réel. Mais si sur le plan économique, les choses s'aggravent par rapport aux rentrées financières et aux ressources financières du pays, le risque de s'aggraver pour toute l'Algérie. Ceci dit, le pire n'est jamais sûr et à mon avis, le gouvernement est contraint à aller discuter avec la population. Tu penses qu'il va reculer? Pas reculer. Moi, je ne pense pas qu'ils vont revenir sur l'histoire du gaz de schiste, mais ils vont discuter avec la population d'Ain Salah qui n'a pas que des demandes sur le gaz de schiste. Elle a d'autres demandes et sur ce terrain-là que le gouvernement peut répondre. C'est évident. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est la capacité du pouvoir à dribbler, à manœuvrer. Il a du temps devant lui. On se rappelle, 2011, il y a eu des premières manifestations. Le gouvernement a décidé que c'était le prix du pain et de l'huile ou quelques produits. Et il a donné de l'argent. Il a mis de l'argent. Il sait ce qu'il va faire avec Ain Salah dans toutes les populations du Sud. S'il va aller là-bas, il est déjà parti là-bas. Il va repartir. Il va annoncer des décisions. Et le vrai risque, à mon avis, c'est que le débat soit mal posé. Aujourd'hui, on dit non au gaz de schiste. C'est une absurdité. Dans l'absolu, c'est une absurdité. Exploiter le gaz de schiste aujourd'hui est une absurdité aussi. Parce qu'il n'y a pas l'entreprise, les compétences, le savoir-faire qui est pour le faire, mais c'est surtout qu'il n'y a pas les garde-fous nécessaires Donc tu rejoins l'appel au moratoire lancé par les gens du Sud. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est la manière de poser le problème. Si demain, on a les garanties techniques, scientifiques et surtout institutionnelles, que le gaz de schiste sera bien exploité, moi je ne vois pas d'inconvénient. Mais on ne les a pas. En même temps, c'est un peu piégeux de proposer ce deal, de faire un moratoire, parce que pour pouvoir exploiter le gaz de schiste dans 7, 8, 9, 10 ans, il faut forer aujourd'hui et faire ce qu'on appelle des forages expérimentaux, pour savoir si c'est rentable commercialement, la pression, les contraintes techniques, etc. Et ce sont ces forages-là expérimentaux qui posent déjà problème, parce qu'ils ressemblent tout à fait à un forage d'exploitation. Oui, il faut utiliser de la fracturation, de l'eau, des produits chimiques. Ça pose tous les problèmes que pose une exploitation normale.
Donc s'il y a un moratoire, il faut savoir, moratoire sur quoi? Si le moratoire porte sur les forages d'expérimentation, de testing, son affaire n'est pas d'accord. Yousfi n'est pas d'accord, Bouteflika n'est pas d'accord. Donc on est dans le conflit. Il faut peut-être faire un moratoire sur l'exploitation, mais sur la recherche scientifique. C'est pas de la recherche scientifique. Non, sur l'exploration, tu peux pas t'arrêter. C'est comme si tu interdisais la recherche scientifique. C'est pas possible. Là, c'est absurde. C'est l'une des revendications absurdes. Donc pas de moratoire. Donc il y aura encore des forages. Non. Mais moi, c'est pas de la recherche scientifique. Écoute, j'aurais souhaité aussi que. Excuse-moi, Est-ce que je peux dire une phrase sur Khalil Kemela? Ahmed. Sur l'exploitation, je suis d'accord. Je peux être d'accord. Il ne faut pas exploiter aujourd'hui. Sur l'exploration, non. Et c'est justement mon conflit avec les ayatollahs de l'environnement. Ce que tu dis ne tient pas la route. Tu dis, je suis d'accord pour qu'il n'y ait pas d'exploitation tout de suite. De toute façon, c'est pas possible. Personne ne va mettre $1 sur des gisements dont on ne connaît pas la teneur, la rentabilité, le rendement. D'où la nécessité. De toute façon, il y aura pas d'exploitation. Le débat qui est autour. J'aimerais quand même qu'on aborde. C'est important quand même ce qui s'est passé cette semaine. Rapidement, faire un petit tour de table. Je vais vous poser une seule question. Une procédure judiciaire contre Saïd Saadi. On ne peut pas ne pas en parler autour de cette table aujourd'hui. C'était lors d'une conférence débat à CDH. Ben Bella. Alors pour résumer, Ben Bella, sa déclaration, c'est que Ben Bella, c'est un agent égyptien. Ali Kafi, un anti-kabyle. Mais Salih Hadj, un traître. Alors la justice s'auto-saisit ou engagée par une décision politique, ça ne change rien au fait que les mécanismes rouillés se sont mis à fonctionner subitement, mais d'une manière extraordinaire, ceux de la justice, avec une facilité déconcertante. Est-ce que les investigateurs, justement, comme pour le gaz de schiste, ne se sont pas trompés, ne sont pas engagés dans une histoire sans fin? Quand les choses fonctionnent, on se pose forcément une question. Le procureur aurait été applaudi si 2 semaines avant, il avait engagé une action en justice contre Hamadash, si c'était autosaisi. Dans une situation flagrante, évidente, il ne l'a pas fait. Donc là, on ne peut que se poser des questions. Mais dans le même temps, comme Saïd Saadi pense que je suis anti-kabyle, donc je vais m'accabler en disant que lui aussi, ce qu'il dit, bon, c'est pas. Tu m'as fait peur. C'est pas très excitant ce qu'il dit. En fait, on est d'accord sur la procédure judiciaire. C'est de la politique, c'est clair. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que Saïd Saadi soit un pur produit en termes de discours historique de le discours général du régime. Je veux dire, cette manière de décréter que Salih Hadj est un traître, ce n'est pas lui qui l'a inventé. C'est un discours habituel qu'on nous a abreuvé quand on était enfant. Mais lui, Saïd Saadi, qui se pique de faire un peu plus aurait dû un peu plus dépasser ce lexique. C'est ce qui je suis frappé, pour un dernier mot sur ça, je suis frappé de voir comment Saïd Saadi est entré dans le moule de quelque chose qu'il a passé une partie de sa vie à dénoncer. Il est devenu un acteur parfait du régime politique algérien. Non, la question que je me pose personnellement, c'est comment on va juger cette affaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande de reconnaissance d'un parti qui s'appelle le PPA, qui n'a jamais été reconnu. Voilà. Deuxièmement, est-ce que les anciens du MNA, du mouvement national algérien qui a combattu le FLN entre 56 et 58 ont tous leurs droits civiques. Parce que dans certains textes légaux algériens, tous ceux qui ont eu une position contraire au principe du 1er novembre, etc., sont exclus des droits civiques. Donc ils participent. Non, la question, elle est ridicule, elle est absurde. Parce que la question qui se pose, c'est comment ils vont être jugés, ces gens-là. Et Saïd Saadi va gagner. Le plus important, c'est que Saïd Saadi va gagner s'il se réfère à ces textes-là. Ils n'ont peut-être pas la compétence ni l'un ni l'autre. Le véritable. Mais excuse-moi, je veux poser une question juste rapidement et faire encore un tour parce qu'on n'a pas trop le temps. C'est dommage parce que c'est un sujet intéressant. Qu'est-ce qui a le plus dérangé dans cette histoire? Moi, Ali Kafi, bien sûr, que Ben Bella
et Messali El Hadj, plus Ben Bella que Messali El Hadj. Si vous voulez, je peux vous dire les choses brutalement. Ce qui est détestable dans cette histoire, c'est qu'on a les Kabyles contre les Tlemceniens, et c'est vraiment, franchement détestable. Mais le plus évident, c'est que ce n'est jamais un tribunal qui va trancher sur des sujets d'histoire. Il y a des historiens qui font leur travail, qui doivent faire leur boulot, et le tribunal est incompétent dans ce genre de... Qu'est-ce qu'il peut dire un juge sur ce que dit Saïd Saadi de Messali El Hadj ou de... Si je peux dire un mot positif sur mes amis, quand le PPA a déposé son dossier d'agrément, ils ont été reçus, le ministère de l'Intérieur a refusé, ils ont été devant le tribunal administratif qui avait refusé, et le ministère de l'Intérieur avait produit des dossiers avec des déclarations des gens qui avaient créé le PPA contre le FLN, contre la Guerre de Libération. Donc, un vrai dossier. Au moins, il y avait ce formalisme. On parle du PPA en 90, hein. 90, oui. Il faut situer. Ouais. Ouais. Ça y est, je perds. Elle a décroché, donc on peut terminer. C'est une mauvaise histoire. Non, j'aurais voulu j'aurais voulu qu'on parle un petit peu, qu'on ouvre le débat, parce que finalement cette histoire, au-delà de cette affaire de justice, c'est l'occasion pour faire le lien le débat est biaisé. Nous le savons, l'histoire a toujours été une instrumentalisation quelque part. La seule chose qu'on peut souhaiter, c'est qu'il faut que les historiens, ils le font d'ailleurs, il y en a qui font leur boulot. Certains ont parlé de Messali El Hadj de manière beaucoup plus nuancée que peut le dire les hommes politiques. Et il en parle je pense de Diaw Djerban, il a parlé de Messali El Hadj de manière... un historien, où le mot traître n'a pas sa place. Non, je rappelle une chose. Ali Kafi avait déclaré que Abdel Ramadan est un traître. Il l'avait déclaré. D'ailleurs, il a été ici en justice par la famille Abban, y compris sa veuve, et le procès a été... il a été débouté. C'est un homme politique. Oui, comme Saïd Saadi. Mais la justice ne s'était pas autosaisie concernant Abdel Ramadan. Pourquoi? C'est l'avilissement de la justice, en fait. Voilà, on va terminer là-dessus et c'est dommage. On vous donne rendez-vous jeudi prochain. Merci de nous avoir suivis.